métier ne consiste pas à raconter des histoires. Je ne sais pas raconter des histoires, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver comment raconter une histoire. Donc c'est la forme qui m'intéresse. Pour Comme des bêtes, puisque vous avez lu Comme des bêtes, pour Comme des bêtes, pendant 2 ans et demi, j'ai tout mis à la poubelle, tout ce que j'écrivais, parce que je ne trouvais pas la forme qui convenait. Et au bout de 2 ans et demi, j'ai trouvé cette forme-là, c'est-à-dire sous forme d'interrogatoire, de réponse à des questions qui n'existent pas, de succession de voix à la première personne. Donc je cherche toujours une forme qui correspond à ce que je veux dire. Parce que l'histoire, elle peut vous émouvoir, mais c'est pas l'histoire en fait qui vous émeut, c'est la façon dont l'histoire est racontée. Et moi, je veux vous mettre dans la situation des personnages. Je veux que l'ours, dans Comme des bêtes, il vous touche. Je veux que vous soyez ému par ce personnage, je veux que vous ayez envie de le défendre. Et ça, c'est pas par l'histoire, c'est par la façon dont je vais faire parler mes personnages. Et pour ce qui est de ne pas écrire du théâtre, Comme des bêtes, il a été énormément adapté en théâtre. En fait, j'écris pas du théâtre, mais je suis très adaptée en théâtre. Parce que je suis classée en roman. Depuis le début, mes textes ils sont en roman, mais moi j'écris souvent des textes, pas tous, hein, mais souvent des textes à la première personne. Parfois, comme dans Comme des bêtes, avec une langue très orale, et donc qui correspond vraiment au théâtre. Et du coup, les gens de théâtre s'en emparent, et moi ça me va très bien. En fait, j'ai horreur d'être dans une case, je suis comme l'ours, j'ai horreur d'être dans une case, et on m'a mis dans la case roman, et j'aime bien que mes romans ils soient un peu de la poésie, un peu du théâtre, qu'ils soient adaptés en théâtre, qu'ils soient lus sur scène, ça me va très bien. Alors, est-ce que, parce que je vais pas vous, enfin, j'ai d'autres questions, j'aurais d'autres questions, mais est-ce que, par exemple, sur les éditeurs, enfin, par exemple, ça, c'est aussi quelque chose qui m'a toujours intéressée, puisque un éditeur, c'est celui qui te fait confiance, et Ouais. après, voilà. Mais, allez-y, ouais. J'avais une question. Donc là, vous parlez justement de la forme qui primait sur le fond. Est-ce que le fait que vous ayez choisi principalement de parler en métaphore, la grotte aux fées, l'ours, etc., c'est pour masquer une forme de violence, ou est-ce que la violence est assumée justement et décuplée par cette métaphore selon vous? Alors en fait, il y a plusieurs raisons. L'ours, par exemple, ton prénom c'est quoi? Cool. Si l'ours, il a ton prénom, dès que tes copains de classe vont lire un livre, ils vont tous rigoler et dire « Ah, c'est toi l'ours ». Si je donne un prénom de quelqu'un, un prénom normal à l'ours, tout de suite, vous allez penser aux personnes qui portent ce prénom. C'est super dangereux les prénoms dans les livres. Moi, j'en mets le moins possible. Dans Comme des bêtes, je suis obligée de mettre quelques noms ou quelques prénoms parce que les gens parlent les uns des autres, donc il faut bien qu'ils puissent se nommer. Mais si je peux éviter, j'évite. Et le personnage principal, l'ours, je ne veux pas qu'il ait de prénom. Comme ça, vous en faites ce que vous voulez. De la même façon, je fais très peu de descriptions physiques. Bon, l'ours, je dis qu'il est grand, qu'il ne parle pas et qu'il grogne, mais à part ça, vous le voyez comme vous voulez. Et tous les autres personnages, Mariette, je ne la décris pas. Je ne décris pas mes personnages, vous faites ce que vous voulez, ça va avec. La grotte aux fées, c'est un nom qui passe partout. Il y en a partout en France, à l'étranger, des grottes aux fées, des roches aux fées. Dès que vous allez dans des milieux un peu ruraux, il y en a partout. Donc j'aime bien aussi donner, si je dois donner des noms qui ne sont pas liés à un territoire particulier. Les noms, même les noms de lieux, dans Comme des bêtes, ils n'existent pas. Je parle d'Ourdouche, je parle des Jousses, c'est des mots que j'ai inventés. Ça n'existe pas beaucoup. Saint-Marcel, il doit y en avoir des Saint-Marcel, mais le mien, il est totalement inventé. Et ça fait que ce livre-là, si on habite, je sais pas, en Suisse, dans le Valais, on peut se dire que ça se passe là-bas. Alors que moi, je l'ai écrit depuis les Pyrénées, mais c'est pareil, c'est dans la montagne, il y a de la pente. C'est juste ça qui est connu. Comment et pourquoi est venue cette envie, ce besoin peut-être, mais enfin, du moins cette défense de la marginalité et de leurs normes? Je ne sais pas si moi je dirais marginalité et hors norme, mais il se trouve que moi j'ai fait un choix de vie à 30 ans très particulier. Donc moi à la base je suis ingénieur en intelligence artificielle. Dans les premiers, parce que j'ai eu mon diplôme, vous étiez loin d'être né, j'ai eu mon diplôme en 91 je crois. Et j'ai travaillé en informatique pendant quelques années. Et à l'âge de 30 ans, je me suis dit, ok, tu
gagnes super bien ta vie. Mais en fait, le week-end, il n'y a qu'un truc qui compte pour toi, c'est d'aller courir dans la montagne. Je suis originaire des Pyrénées, d'aller te retrouver dans la montagne et de marcher dans la montagne. Et donc à 30 ans, je me suis dit, en fait, je me suis trompée, il faut que je réinvente ma vie. On n'est pas obligé de garder le même métier toute sa vie, de toute façon. Hein. Je vous le dis parce que je sais que vous êtes au moment où on fait des choix d'orientation, mais vous n'êtes pas du tout obligé de garder toujours le même métier. L'important, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Et donc moi, à 30 ans, j'ai décidé de changer complètement de vie. J'allais gagner 10 fois moins d'argent, mais j'allais être 10 fois plus heureuse. Donc dans la balance, pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Je ne savais pas si ça marcherait, mais je l'ai testé, j'ai aimé, je suis partie m'installer dans la montagne. Et c'est vrai que je me suis installée au départ dans une petite ferme qui était encore accessible en voiture, où il y avait encore de l'eau, de l'électricité, des choses normales. Et puis j'ai eu envie après de me marginaliser un peu. Et chez nous, c'est pas très marginal, il y a plein de gens qui vivent comme ça. Donc j'ai trouvé une petite cabane, assez haut, assez loin de la voiture, où il faut beaucoup monter pour y aller. Et quand je dis sans eau, sans électricité, ça veut dire que je ne suis pas reliée au réseau, mais j'ai des panneaux solaires pour avoir un peu, très peu d'électricité, pour avoir quelques ampoules pour lire, pour y voir. Et pour pouvoir brancher, par exemple, mon téléphone et mon ordinateur, parce que je vis comme au Moyen-Âge, mais avec des choses qui ne sont pas du Moyen-Âge. C'est important pour moi, voilà, quand j'ai une invitation, de pouvoir tout de suite répondre, d'attraper Internet, de pouvoir recharger mon téléphone. Et donc je vis, oui, d'une façon qui peut paraître marginale à des gens qui ne vivent pas comme moi. C'est pas la règle de vivre comme ça en France. Mais ça permet, moi ça me permet une très grande liberté. Donc être marginal à ma façon, c'est être libre en fait. Quand j'entends quelque chose comme ce qui vient de se passer en Espagne avec l'électricité coupée pendant toute une journée, moi, c'est des choses, par exemple, qui me font toujours sourire parce que je me dis, chez moi, s'il coupe l'électricité toute une journée, il n'y a aucun impact chez moi. Moi, mes panneaux solaires, ils continuent. En fait, je me sens très libre. C'est ma façon d'être libre, d'être à la marge comme ça. Et puis, j'ai appris, c'est des choix qu'on fait, c'est des choix de qu'est-ce qui est important dans notre vie. Est-ce que c'est important pour moi d'avoir un frigo dans ma maison? Non, c'est pas important d'avoir un frigo. C'est pas important d'avoir une salle de bain. Mais j'apprécie beaucoup. Moi, je bouge énormément pour mes livres. Donc, en fait, je suis très peu chez moi. Je suis beaucoup à l'hôtel. J'apprécie beaucoup à l'hôtel d'avoir du confort, d'avoir une douche, de l'eau chaude. Ah, quel bonheur. Chez moi, il n'y a pas ça. Mais quand je rentre chez moi, là, je vais rentrer chez moi... Enfin, je rentre ce soir sur Toulouse et demain matin, je serai chez moi. Mais quand j'arrive chez moi, voilà, c'est un autre monde. Je reviens dans un autre monde. Je me change dans ma voiture, je mets mes habits pour chez moi et je monte à pied chez moi avec mon gros sac à dos. Je ne sais pas si c'est de la marge, mais c'est une autre vie. Oui. Dans Plein d'événements, le personnage de Mariette a aussi changé radicalement de style de vie. Est-ce que, à la création de ce personnage, vous vous êtes inspiré de votre histoire personnelle? Oui, sinon que je ne raisonne pas comme ça, c'est-à-dire que je ne crée pas le personnage. Il y a des auteurs qui font ça. Alors, je parle pour moi, parce qu'on ne fonctionne pas tous pareil. Il y a des auteurs qui font des fiches par personnage avant d'écrire le livre, avec toute la vie du personnage, même si le bouquin il se passe sur 4 jours de la vie. Moi, je ne fais pas du tout ça. Moi, j'ai une façon d'écrire qui est... j'ai aucune technique. C'est très laborieux. Je prends un papier et un stylo, et je laisse venir tout ce qui vient sur un thème donné. Et je découvre, c'est très bizarre, ça ne passe pas par mon cerveau. Ça sort, c'est comme de l'écriture automatique, si vous voulez. Et viennent plein de choses, très souvent très mauvaises, donc ça part à la poubelle tout de suite, ou le lendemain, ou quelques jours après. Et puis parfois, il y a un truc qui sort et qui me plaît, et les personnages, ils naissent comme ça. Et au départ, je ne sais pas qu'il va y avoir le personnage de Mariette. Je ne sais pas qu'elle... Il y a un passage dans le texte où elle explique qu'elle a quitté la ville à cause de son fils. Mais tout ça, je ne le sais pas avant de l'avoir écrit. Je le découvre en l'écrivant. Et je le garde parce que ça me paraît intéressant. Peut-être il y a eu d'autres versions avant, mais je ne me souviens plus des vieilles versions parce que je jette tout. Ou peut-être elle vivait là depuis toujours, mais ça ne marchait pas. Ce qui m'allait bien, c'est qu'elle s'en aille de la ville parce que cet enfant ne supporte pas le bruit de la ville. Vous êtes parisien. Moi, venant de ma montagne, chaque fois que je suis en ville, pourtant je ne suis pas l'ours, mais chaque fois que je suis en ville, le bruit en particulier, c'est sidérant. Hein, le bruit permanent dans Paris, par exemple.
c'est un truc très très fatigant pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ça. Donc peut-être que quand j'écris et quand Mariette explique que l'ours, il est petit, il ne supportait pas le bruit, je mets des choses de moi et de mon ressenti. Comment vous est venu ce thème de l'homme et l'animal, du lien avec la bestialité? En fait, toute l'écriture de Tom des Bêtes, elle part d'une expérience personnelle. La première ferme sur laquelle je me suis installée avec des bêtes, donc qui était accessible en voiture, cette première ferme, on avait un agrément qui était ferme pédagogique, c'est-à-dire qu'on pouvait recevoir des groupes d'enfants pour visiter notre ferme. On avait demandé ça au départ parce que on se disait que ce serait pas mal d'expliquer aux enfants les troupeaux, la vie des troupeaux. Et puis ça s'est très mal passé la première fois parce que le premier groupe qui est venu nous voir, en fait, c'était un bus complet. Je ne sais pas combien ça fait de place, un bus 52 places ou un truc comme ça. Donc il y a 50 enfants qui sont descendus du bus. Je ne sais pas, c'était des petits d'école primaire quoi, qui sont descendus du bus. Et moi j'ai vu 50 enfants arriver au milieu de mes tout petits troupeaux. Je me suis dit non, plus jamais ferme pédagogique, c'est pas pour moi, on ne fera plus jamais ça. Et donc on avait décidé d'arrêter et quelques mois plus tard on a reçu un coup de téléphone d'une personne qui travaillait en hôpital psychiatrique. Vous allez voir comment je reviens à Comme des Bêtes. Qui travaillait en hôpital psychiatrique et qui m'a dit on a appris que vous étiez ferme pédagogique, nous on cherche des endroits où aller avec des enfants qui sont hospitalisés en psychiatrie, des enfants petits, pour les mettre au milieu des animaux. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne la psychiatrie en France. En France, il y a ce qu'on appelle des hôpitaux de jour pour les enfants. Il y a des enfants qui ne sont pas... Alors ça évolue un peu parce qu'on fait l'école de plus en plus inclusive, mais il y a 20 ans, quand j'ai commencé à faire ce travail-là avec des enfants, il y avait des enfants qui n'allaient pas à l'école primaire, entre 6 ans et 12 ans, à l'âge où tous on est passé à l'école primaire, entre 6 ans et 12 ans, certains enfants, jugés impossibles à gérer dans une classe, aller toute la journée en hôpital psychiatrique, ce qu'on appelle un hôpital de jour, toute la journée, et n'étaient pas du tout scolarisés. Et donc c'est ces enfants-là qui sont arrivés chez moi, dans ma ferme, par tout petit groupe de 5 ou 6 enfants. Et dès le premier groupe, il s'est passé un truc extraordinaire entre un enfant et une de mes bêtes. Mais vraiment un truc extraordinaire. Bon, l'enfant, je ne le connaissais pas, donc je ne me rendais pas compte qu'il avait un comportement qu'il n'avait jamais l'habitude, mais mes bêtes, je les connaissais. Et j'ai vu, il s'est passé un truc entre un enfant et un très grand cheval qui avait des chevaux de trait. Et j'avais un étalon, un mâle qui pesait 1 tonne, qui mesurait un monstre, quoi, 1m75, et avec ce tout petit enfant qui avait la tête qui passait sous son ventre, pour vous donner la taille. Il y a eu un truc fou entre deux. Mais j'avais toujours mes animaux en liberté, les enfants étaient en liberté, et s'il devait se passer quelque chose, il se passait quelque chose, et ce gamin a été tout de suite vers ce cheval, et a commencé à faire des trucs qui paraissent incroyables, c'est-à-dire qu'il a commencé à... Il est allé tout droit déjà derrière le cheval au départ, il a pris la queue très touffue de ce cheval dans les bras, mais la croupe du cheval, c'est-à-dire les fesses, lui arrivait à cette hauteur-là, le petit garçon. Et le cheval ne bougeait pas, restait concentré sur lui. C'est souvent aux oreilles, il y a des chevaux qui sont concentrés. Et puis il est passé. Et je me suis dit, il se passe quoi? Pourquoi mon cheval accepte ce truc-là? Pourquoi il est super concentré, il ne bouge pas un pied? Alors que s'il bouge un pied, il tue le gamin, ou il le blesse, enfin. Il avait des pieds. Et à partir de là, je me suis dit, mais pas qu'avec les chevaux, avec des poules, avec les chèvres, avec plein d'animaux différents. Donc c'est le point de départ de Comme des Bêtes. Oui. Dans la fin, vous évoquez le viol. Pourquoi parler du viol et pourquoi ne pas le nommer explicitement? Parce qu'on comprend très bien, mais le mot n'apparaît jamais. Oui, mais ça c'est ma spécialité de jamais mettre le mot. J'ai écrit un livre sur le déni de grossesse et il n'y a jamais le mot déni de grossesse. Alors que ça ne parle que de ça dans tout le livre. Parce que ça ne sert à rien de mettre le mot pour moi dans ce livre. Je préfère que vous soyez mal en lisant ça, que vous ressentiez ce que ressent cette pharmacienne qui raconte. Ça c'est important pour moi. Et vous tout seul, vous mettez le mot. J'aime vous laisser la place aussi. L'important pour moi, c'est de vous donner la sensation. Et après, à vous de mettre le mot qu'on voulait dessus. Pourquoi vous avez tué l'ours à la fin et vous n'avez pas légitimé? Parce que je ne voulais pas le tuer. Je m'étais promis que ça finirait bien. Et donc pendant des mois, j'ai écrit des pages et des pages et des pages où ça finissait bien.
Et c'était nul. J'y croyais pas, ça marchait pas. Et un jour, je me suis dit, bon, arrête de vouloir que ça finisse bien, laisse venir ce qui veut venir. Et ce qui est venu, c'est la pharmacienne. Pour moi, ça faisait partie de la fin. C'est la pharmacienne, je ne savais pas du tout que j'allais écrire ça. C'est la pharmacienne qui est venue, et puis la dernière scène où on tue l'ours. Et je me suis dit, c'est violent, enfin, parce que moi je suis surprise quand je lis, je ne m'attends pas à ça. Donc je me suis dit, est-ce que je veux vraiment laisser une scène de viol? Est-ce que je veux vraiment tuer l'ours? Non, je ne veux pas. Mais un viol, on ne veut pas non plus. Et mourir parce qu'un flic nous tire dessus, on ne veut pas non plus. Donc je me suis dit, en fait, ça provoque une colère ou une injustice, mais c'est ça la vie. Donc j'ai laissé. Moi, c'est par rapport à... Vous avez dit que l'histoire du viol avec la pharmacienne est arrivée à la fin. Oui. Et alors, je voulais savoir que représentait la grotte aux fées dans les autres choses. Parce que là, j'ai plus l'impression que c'est un refuge pour les femmes violées, mais dans les autres tentatives. Je sais pas, il n'y avait pas, au départ, quand j'avais pas écrit la pharmacienne et la fin, il n'y avait pas encore les voix des fées qui parlaient. Donc ça, je l'ai écrit vraiment, c'est la dernière chose que j'ai faite. Mais par contre, il y avait la référence à la grotte aux fées dans les témoignages. Et c'est après que c'est devenu vraiment ce refuge. Et que ça ressort aussi dans la parole des fées, mais il n'y avait pas la parole des fées. D'où vous est venue l'inspiration que justement les fées soient un refuge pour les femmes qui ont vécu ça? Est-ce que ça fait partie d'une légende urbaine qui existait déjà, ou est-ce que ça venait de vous vraiment, que ces fées-là La légende qui existe, je dis toujours que ce qui est le plus vrai dans le livre, c'est ce qui paraît le plus faux. Parce que la seule chose qui est absolument vraie dans Comme des bêtes, c'est la légende de la grotte aux fées. J'ai vraiment habité sous une paroi rocheuse où il y avait une grotte aux fées, enfin on l'appelait comme ça. Et les vieux du village, ils disaient vraiment que les fées... Ils ne disaient pas qu'elles volaient les bébés, comme dans mon livre, mais ils disaient qu'elles cachaient des enfants dans la grotte. Mais ils ne parlaient jamais des femmes. On ne sait pas les bébés, les enfants de qui, ça je ne sais pas. Donc ça, c'est venu dans l'écriture. Je n'ai pas choisi au départ que les fées fassent ça, mais les fées sont des femmes. Donc voilà, c'est venu naturellement comme ça. Pourquoi avoir fait en sorte que l'ours ne parle pas et qu'il grogne dans le roman? Est-ce que c'est en lien justement avec la psychiatrie que vous avez évoquée, ou c'est pour une autre raison? Alors ça c'est pareil, je peux analyser après coup, tu vois, mais quand j'écris, je ne sais pas l'expliquer. En fait, je ne sais pas du tout analyser mes textes quand j'écris. Vous, en cours de français, vous analysez des textes, mais moi, quand j'écris, je n'analyse rien. Donc, avec du recul, je peux dire que ça m'arrange bien d'avoir un personnage principal qui n'a jamais la parole, et qui, de toute manière, ne peut pas avoir la parole puisqu'il ne sait pas parler. Donc, on ne sait jamais ce qu'il pense, on ne sait jamais... il ne peut rien dire, il peut physiquement rien dire. Je ne le laisse pas s'exprimer. J'avais essayé à un moment de faire, dans les différents trucs que j'ai essayé, j'avais essayé de faire une voix intérieure de l'ours, mais ça enlevait de la force au livre, c'était mieux en fait, il ne disait rien. Donc j'ai pas vraiment réfléchi tout ça, mais j'ai constaté qu'à la fin ça marche mieux s'il ne parle pas. Le truc de grogner, moi je les ai côtoyés, ces enfants que je recevais à la ferme, il y en avait beaucoup qui ne parlaient pas, et qui faisaient des bruits étonnants, quoi, qui avaient peur de tout, qui faisaient peur. Donc ce truc de ne pas avoir la parole, c'est un peu bizarre, mais ça ne fait pas peur aux animaux, par exemple. Les animaux, ils s'en foutent qu'on ait la parole ou pas. Eux, ils ont des façons de parler aussi, mais ils ont surtout le corps qui exprime beaucoup. Nous, on sait moins bien exprimer par le corps maintenant. Les animaux, ils expriment plein de choses. Et l'ours, il est à l'aise au milieu des animaux, comme j'ai vu des enfants qui ne parlaient pas être très à l'aise au milieu de mes animaux. Vos inspirations d'écriture, elles sont venues au contact de la nature et des légendes, ou c'était même quand vous étiez ingénieur en informatique? Oui, alors moi je parle pas trop du mot inspiration, mais ça c'est moi. C'est parce qu'inspiration, ça me donne l'impression toujours que tout tombe tout cuit du ciel, quoi, que le texte il arrive, pouf, il est bon du premier coup. C'est pas du tout ça pour moi. Moi j'ai des thèmes dont je veux parler et qui me posent question sur Comme des bêtes, pourquoi on enferme en psychiatrie des enfants? Pourquoi certains de ces enfants semblent avoir un don avec des animaux? Je parle juste de ça. Donc c'est des interrogations que je me pose et pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Et quand je n'ai pas de réponse, je fais un livre. Ça ne veut pas dire que je trouve une réponse, mais au moins je passe du temps sur le thème.
après, c'est pas lié forcément à la ruralité. Moi, il y a peu de mes textes qui sont sur la ruralité, en fait. Donc, il y a plein de thèmes. Moi, j'ai énormément écrit sur la famille et sur l'intimité féminine, sur les douleurs féminines. C'est vraiment ça, mes thèmes. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de ne pas écrire les questions des enquêteurs? Est-ce que ça montre l'absence d'une personnalité qui ne serait pas forcément intéressante? Ou alors est-ce que c'est pour montrer la cruauté et la violence en évitant de leur donner une voix? Alors, à la fin, c'est peut-être un peu tout ça, mais à la base, c'est même pas ça. À la base, sur le premier témoignage, et qui était celui de l'institutrice, comme dans le texte final, sur le premier témoignage, j'avais écrit les questions des gendarmes. Et moi, je suis toujours en train de reprendre mes textes, de les réécrire, de les recopier, et de les lire à voix haute. Et je me suis très vite rendu compte qu'en fait, les questions des gendarmes, ça me barbait, quoi. J'avais pas envie de les relire à chaque fois. Donc tout ce qui me barbe, je le jette. Et ça devient un truc rigolo. Parce qu'il n'y a pas les questions, il n'y a que les réponses. En fait, pour moi, ça me fait rire, il n'y a que les réponses. Souvent, on devine la question à la réponse, et quelques rares fois, on ne peut pas. Il y a un passage, par exemple, dans le personnage de Luc, celui qui fait de la course en montagne, il répond toujours des trucs très courts, lui, il n'est pas bavard. Et il y a un passage, il y a une réponse qui est, je ne sais plus qu'est-ce que c'est exactement, mais du style, oui, ça aussi, bien sûr. Voilà, quelle est la question? Je ne sais pas moi non plus. J'ai pas mis la question. Et pourquoi vous avez décidé de garder le mystère sur la relation entre l'ours et la petite fille retrouvée? Parce que ce sont deux personnages qui ne parlent pas, alors je ne peux pas les faire parler. Et puis j'adore laisser des vides. C'est un livre, enfin je pense que c'est un livre assez frustrant parce qu'il manque plein de réponses. Que devient la petite fille? D'où est sortie vraiment cette petite fille? J'en sais rien, je ne sais pas plus que vous. Donc j'aime bien vous laisser plein de trous. Moi quand je lis beaucoup, j'aime beaucoup lire. Quand je lis, j'aime qu'on me laisse de la place. Qu'on m'explique pas, déjà qu'on m'explique pas 3 fois la même chose, alors ça m'énerve prodigieusement. Et puis même qu'on me laisse des petits espaces pour moi en fait. Donc là je vous laisse beaucoup d'espace, vous pouvez remplir plein de choses. Mais c'est frustrant. Pourquoi déconstruire la parole des faits au risque de créer des contresenses? Déconstruire, tu veux dire au niveau de la syntaxe un Oui. peu parce que c'est des faits, alors elles ne peuvent pas parler comme toi et moi. Mais là, pareil, c'est même pas réfléchi comme ça au départ. Ça, quand je commence à écrire les faits, ça me vient de cette façon-là. Comment ça parle? Bon, déjà, des faits, c'est quoi des faits? Et puis comment ça parle? Et ce truc avec cette syntaxe un peu tordue, mais où il n'y a pas de ponctuation en plus, donc on ne sait pas à quel bout. Est-ce que Je vais un peu loin dans ma question, mais j'aime bien pousser un peu les réflexions. Comme vous avez dit, ces enfants, ils arrivent beaucoup mieux à exprimer leur langage avec leur corps. Ouais. Et le fait que la petite fille soit nue, est-ce que ça n'a pas une volonté d'exprimer de cette manière quelque chose qu'elle ne peut pas exprimer avec les mots? Moi, j'ai pas pensé à ça. J'ai juste pensé qu'il faisait chaud et que quand on est chaud, on a envie de se déshabiller. Alors là, c'est très basique, mais si t'es chaud, que t'es dehors et que tu te moques du regard des autres, parce que pourquoi on reste habillé là aujourd'hui alors qu'il fait chaud dans cette salle? Parce que si on se met tous nus, ça se fait pas quoi. C'est juste ça, mais elle s'en fout. Elle connaît pas le regard des autres. Donc elle a chaud. Il n'y a pas une image, encore une fois, c'est un truc touché, il n'y a pas une image de viol ou de pédophilie? Non, pour moi non. Justement, il y a le fait, après il y a le fait, si tu veux, quelqu'un qui, un randonneur qui passe et qui voit une petite fille nue avec cet homme étrange, tout de suite il va se faire des idées. Mais justement, eux, ils sont purs, ces personnages, ils sont pas... Est-ce que vous pouvez expliquer s'il vous plaît le choix de la couverture? Oui. Alors ça, il n'y en a pas parmi vous qui ont l'autre édition. Peut-être que je l'ai l'autre édition. Non, j'ai Non, pas. les livres, ça c'est pas le même livre, mais au départ la couverture de base, ça c'est le format poche. Les livres au départ ils sortent en grand format. C'est pas celui-là, le livre, c'est un autre. Ah super. La sortie de base du livre, la couverture de base, c'est celle-là. C'est le même dessin, sauf que là, il est zoomé. Sur la format poche, c'est un zoom sur une partie de celui-là. Moi, j'ai un éditeur. Tous les éditeurs, ils ont des normes graphiques. Donc, ils disent
Par exemple, moi, mon éditeur, depuis quelques années, comme ça a changé de direction, chaque fois que ça change de direction, ils ont besoin de changer le graphisme des livres. Donc il y a quelques années, ils ont décidé que tous les livres sortiraient avec une présentation comme ça et un bandeau, voilà, le suivant, il est comme ça. Donc à chaque fois, on me dit, qu'est-ce que tu voudrais pour la couverture? Je suis nulle au niveau peinture, photo, j'ai vraiment aucune culture, donc je ne dis pas ce que je veux, mais je dis ce que je veux pas. Je veux jamais de représentation des personnages. Je veux jamais de représentation des paysages. Donc je veux que quelque chose soit assez abstrait, soit... Et très vite, ils m'ont proposé ça, et j'ai tout de suite dit oui, pour plusieurs raisons. C'est une peinture de Louis Souter. Louis Souter, c'était un peintre suisse qui a fini les 20 dernières années de sa vie enfermé en hôpital psychiatrique. Donc ça, c'est dessiné en psychiatrie. Et puis, je peux m'imaginer que l'ours voit un peu les gens de cette façon-là. Ça me donne aussi l'impression que c'est un dessin pariétal, un dessin fait dans une grotte. Donc ça va bien aussi avec le livre. Voilà. Pour toutes ces raisons, j'ai tout de suite dit oui. Et donc, sur la version, quand ils ont sorti le livre en format poche, ils voulaient mettre une autre couverture. Et on a été plusieurs, dans la maison d'édition, on a insisté pour reprendre la même. Et donc c'est un zoom sur une partie de la même. Oui. Peut-être, est-ce que vous pouvez expliquer le titre, parce que le pluriel peut interroger, parce qu'on a la sensation que la bête principale de l'œuvre, c'est l'ours, puisqu'il est décrit partout une bête. Du coup, pourquoi ce pluriel? Est-ce que ça désigne des personnes? Est-ce que c'est la vision de l'ours sur la population? Alors le titre, vous allez dire, c'est répondre à aucune question, mais le titre, je ne suis pas très douée moi, pour les choix de titres, donc ce que je fais avec mon éditrice, c'est que je finis le texte, je lui envoie le texte sans titre. Et après, quand elle me dit OK pour le texte, je lui envoie une proposition, une dizaine de propositions de titres, et dans les propositions, il y avait comme des bêtes. Et c'est toujours quelque chose qui est extrait du texte. Et dans le texte, à un endroit, il y a écrit comme des bêtes. Donc je l'ai pris au pluriel. Et elle m'a tout de suite dit, c'est ça le titre. Et avec le recul, moi j'aime bien le titre. Alors le fait qu'il soit au pluriel, moi j'ai été éleveur pendant longtemps dans ma vie, et un éleveur parle toujours de ces bêtes au pluriel, les bêtes. Et c'est un joli terme pour nous. Les gens de la ville souvent ils disent les animaux, et nous on dit les bêtes. Pour nous les animaux c'est les animaux sauvages. Les bêtes c'est les bêtes de nos troupeaux. Et c'est un terme qu'on respecte beaucoup en fait. Alors que ça pourrait paraître un terme négatif. Et puis bête, moi j'aime beaucoup ce terme parce que, pour ce livre-là, parce que là, c'est un double sens, bête, c'est à la fois l'idiot et l'animal, donc ça marchait bien. Et pourquoi pas le singulier aussi, parce qu'il y a un livre très récent qui s'appelle Comme une bête. Donc c'est sûr qu'il ne fallait pas le mettre au singulier. Et après, moi je ne sais pas ce qu'il veut dire, hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire comme des bêtes. Vous pouvez mettre plein de choses là derrière. Les humains se comportent comme des bêtes. Où est la limite entre le bestial et l'humain? Qui est une bête et qui est un humain? Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez derrière. C'est un titre ouvert, donc j'aime bien. Pourquoi retranscrire cette histoire avec des témoignages contenant un vocabulaire assez cru, assez réaliste, avec des gens qui parlent parfois avec un peu de patois local? Avec des putains et des choses comme ça au milieu. Oui. Parce qu'on parle tous d'une certaine façon. Parce que si toi tu vas devant les gendarmes pour être interrogé, si moi j'y vais, si quelqu'un d'autre y va, on parlera tous différemment. Et que c'est important pour moi de rendre la réalité de la langue orale. Il y a des gens qui font des fautes de français en parlant, il y a des gens très bavards, il y a des gens qui construisent des phrases qui sont incorrectes. On a tous nos façons de parler. C'est vraiment pas de la langue écrite, c'est de la langue orale. Donc il faut que je sois juste au niveau de la langue orale. Donc, il y a des gens qui parlent de façon crue. Il y a des gens qui... Moi je viens du sud de la France. Nous, le putain, par exemple, c'est la virgule. À la place de virgule, on met putain. Donc j'essaie de faire attention quand je suis à Paris, de ne pas l'employer autant, mais ça me viendrait naturellement.
Ou alors c'est exclamatif, quoi. C'est le point d'interrogation, là, c'est sûr que c'est ce mot-là aussi. Donc ça dit un milieu, ça dit une façon de parler. On ne parle pas pareil. Je pense qu'à Paris, suivant l'endroit où on habite à Paris, tout le monde ne parle pas pareil. Donc ça permet de garder la singularité des personnages. Ouais. Et ça me permet aussi de travailler sur les différentes voix. Il y a 13 voix différentes. Les 13 voix, c'est 13 façons de parler différentes. Moi, je voulais savoir pourquoi vous avez choisi une narration vraiment avec plusieurs voix, comme vous dites, avec 13 voix, et pas une narration externe avec un narrateur qui voit tout en globalité. J'ai beaucoup de mal, moi, avec une narration, ce qu'on appelle un narrateur omniscient, c'est-à-dire écrit à la troisième personne, quelqu'un comme un dieu qui voit toute la scène et qui la commente. J'ai fait ça dans quelques livres, je le fais dans mon prochain livre, mais c'est pas du tout naturel pour moi, parce que moi, j'écris beaucoup sur l'émotion. Enfin, je veux que vous, lecteurs, vous ressentiez des émotions en lisant les livres. Des émotions qui peuvent être de la colère, qui peuvent être plein d'émotions. Et pour vous faire ressentir des émotions, c'est plus dur à la troisième personne. Ça vous décale du livre. Donc pour ce livre-là, c'était pas possible à la troisième personne. J'ai essayé. J'ai même fait... Il y a même toute une version qui est partie à la poubelle et qui faisait un gros pavé de 500 pages, qui était à la troisième personne, qui était vraiment construit comme un roman classique, où il y avait deux personnages qui s'appelaient Mariette et l'ours, mais c'était pas du tout la même histoire. Et j'ai tout mis à la poubelle, ça marchait pas. C'était froid. Oui. Pourquoi vous choisissez de jeter tout ce qui ne va pas, mais de garder, je sais pas, Parce que, bon, ça c'est un peu mon caractère. Je vis dans une toute petite maison, je suis assez minimaliste, je suis bazar. Donc moi j'écris énormément. Si je dois tout garder, il faut que j'archive. Enfin, je vois comment je vais gérer tout ce bazar qui est sur des papiers dans tous les sens. Il faudrait que je sois très organisée. Je ne suis pas ces choses-là. Et surtout, parce que je me fais un peu engueuler par les universitaires qui me disent mais Violaine, il faut garder, c'est intéressant pour nos étudiants, que tu gardes les traces de toutes les étapes de travail. Mais moi, j'ai pas envie qu'on voit toutes les étapes de travail. Je trouve ça tellement nul. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous voyez le résultat final. Mais toutes les étapes, j'ai vraiment du mal à le garder, à le lâcher, parce que c'est vraiment pas beau. Et en même temps, moi, comme lectrice, je me souviens d'avoir vu des manuscrits par exemple de Marguerite Duras, où on voit les mots qu'elle a corrigés. Je trouve ça super intéressant de voir quels mots elle a enlevés, comment elle a déplacé quelque chose, mais j'ai du mal à le faire sur mes textes. Est-ce que vous avez fait de la recherche, mais est-ce que vous avez étudié le comportement de ces enfants avec les animaux, parce qu'il y a énormément d'études sur le don qu'ont certaines personnes de parler aux animaux. Ouais, non, je n'ai pas vraiment fait d'études sur ça. Je suis partie vraiment de mon ressenti, de mon expérience avec les enfants de l'hôpital. Il me semble avoir vu que Canada va être adapté en spectacle sur les 28. Tu as vu qu'il était adapté où? À Laval. À Laval, il y avait un projet, mais il est tombé à l'eau. Mais il y a eu plein d'adaptations et il y en a plusieurs en cours. Actuellement, sur Comme des Bêtes, il y a un projet qui est en train de se monter en professionnel, je parle. Un projet qui est en train de se monter en Suisse, un autre en Argentine et deux en France. Je ne suis pas obligatoirement associée au projet. Je suis au courant parce que les professionnels, ils sont obligés de me demander l'autorisation pour le faire. C'est obligatoire. Et après, il y en a certains avec lesquels je peux intervenir et d'autres non, ça dépend. Et moi, je monte un projet en ce moment sur Comme des Bêtes avec une illustratrice et une chanteuse lyrique. Et on va le jouer en spectacle dans la Drôme. C'est-à-dire qu'elle va dessiner en direct sur scène. Moi, je vais lire et la chanteuse va chanter les faits. Quand j'ai lu le livre, ce roman est qualifié comme le premier fragment d'un projet d'écriture. Ouais. Quel projet d'écriture? En fait, quand j'ai écrit Comme des Bêtes, je voulais, au départ, j'avais trop de choses. J'avais le thème de ces enfants avec des animaux, mais je voulais
voulais parler aussi de plein d'autres sujets qui étaient très politiques pour moi. Et puis au bout de 2 ans et demi de travail, je me suis rendu compte que je partais dans trop de chemins différents. Donc j'ai décidé de faire plutôt plusieurs livres qui pour moi étaient des livres politiques. Donc le premier, c'est Comme des bêtes. Et c'est des livres qui n'ont rien à voir si vous les lisez. Le deuxième, c'est celui-là qui s'appelle C'est plus beau là-bas, qui a priori n'a rien à voir avec Comme des bêtes et qui est écrit à la deuxième personne, on parle de personne, celui-là à la deuxième personne. Et le troisième, il va sortir en septembre, il s'appelle Du côté des vivants et il est écrit à la troisième personne. Ces trois livres qui a priori n'ont rien à voir sur les sujets, mais qui pour moi sont des réflexions sur notre façon de vivre ensemble en société. Je pense que culturellement, tu veux dire au niveau des relations avec les gens, je pense que culturellement, par exemple la Suisse, c'est pas très loin de nous. L'Argentine, c'est déjà plus loin, donc ça va être différent culturellement. Mais par exemple, un projet de théâtre en Argentine, c'est déjà à partir du texte espagnol, à partir de la traduction espagnole. Moi, je suis traduite dans plusieurs pays, donc pour l'Argentine, c'est l'Espagne, c'est la traduction espagnole. Et déjà, la traduction, c'est une interprétation de mon texte. C'est-à-dire que c'est pas moi qui traduis. Je suis nulle en langue en plus, donc je ne suis pas capable de dire si une traduction elle colle vraiment à mon texte ou pas, ce qu'elle fait ressentir. Donc déjà, la traduction c'est une interprétation, la façon de la monter en spectacle c'est une autre interprétation. Je peux faire des choses assez loin de mon texte après. Et puis culturellement, les gens sont différents. Est-ce que vous savez si quand même il le reçoit de la même manière Je lis un peu je vois des retours de lecteurs, des choses comme ça dans les pays étrangers. Et ça peut être un peu différent. Par exemple, en Espagne, pour Comme des bêtes, c'est vraiment vu comme un livre politique et pas en France. Par exemple. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, c'est plus sur votre parcours de vie, comme l'a bien expliqué Madame Lyon. Avoir travaillé dans l'intelligence artificielle et se reconvertir complètement dans le roman. Dans les chèvres d'abord. Oui, dans les chèvres, puis dans le roman. Ça paraît d'abord un peu contradictoire, mais il y a quand même des enjeux assez importants, je pense, pour les auteurs. Qu'est-ce que vous en pensez du fait que... Qu'est-ce que tu veux dire par il y a des enjeux importants? Est-ce qu'il n'y aurait pas des risques ou est-ce que ça peut être bénéfique, l'intelligence artificielle, à des auteurs ou même Ok, dans le lien avec l'intelligence artificielle. Exactement, au roman en général, on voit des gens qui écrivent entièrement des romans avec l'intelligence artificielle et qui les publient sous forme de livres sur Internet. Qu'est-ce que vous en pensez Alors d'abord, moi je suis l'intelligence artificielle, je connaissais bien il y a 30 ans et maintenant je suis vraiment larguée. J'ai pas beaucoup suivi. Je pense pas, même si l'intelligence artificielle a énormément évolué depuis 30 ans, bien sûr, moi c'était les balbutiements. Je pense qu'au niveau créativité, pour le moment, elle est très loin d'arriver à faire ce que peut faire l'humain. Si tu donnes tous mes romans, tu donnes tout ça à de l'intelligence artificielle, bien sûr, il va te faire un nouveau roman Violaine Béraud, à la façon de Violaine Béraud. Mais il va manquer la nouveauté que moi je vais trouver dans un autre roman. Il va manquer quelque chose, il y a quelque chose qui sera... C'est pas encore assez au point. Enfin, sur la créativité, moi j'ai pas peur. Ça devient grave pour les traducteurs. Il y a de plus en plus de traductions par l'intelligence artificielle, mais c'est pareil, la créativité elle manque. Il manque. C'est pas encore, elle n'est pas encore à égalité avec l'humain. Donc moi j'en ai pas peur pour le moment. Après il y a des auteurs qui se font aider par l'intelligence artificielle. Pourquoi pas si ça les aide. Hein. Moi je fais pas de lien entre ces deux métiers-là. Est-ce que votre goût de l'écriture il est arrivé en vous isolant ou est-ce qu'il était déjà présent avant d'aller En fait, mon goût de l'écriture, je crois que j'ai commencé, je ne me souviens pas exactement du premier jour où j'ai écrit, mais je sais qu'en seconde, à 15 ans, j'ai eu vraiment des révélations en lisant, c'était en classe, on a travaillé des textes en classe, où je me suis dit, mais on peut
émouvoir à ce point-là. On peut, l'écriture, moi j'aimais beaucoup lire déjà, mais je me suis rendu compte sur certains livres qu'on a travaillés, que vous ne travaillez plus maintenant. On avait travaillé Anne de Beaumugne de Jean Giono, on avait travaillé des textes de chansons aussi, il y avait des textes de Nougaro, des textes d'Igemin, et je me disais, mais on peut faire tout ça, des choses aussi différentes avec l'écriture, et je me suis mise à écrire à ce moment-là, sans penser à en faire mon métier, sans même penser faire un jour un livre publié. Et c'est venu très tôt. Et qu'est-ce qui a fait qu'à 30 ans, vous vous êtes dit, ça y est, je vais vivre de ma passion, et pas avant? Bah parce que, comme vous, je pense, hein, vous avez peut-être tous des passions, mais là, on vous dit, non, je sais pas, je vais dire des bêtises, n'importe quoi. Hein. Ta passion, c'est peut-être d'être boulangère. Tu rêves d'être boulangère, tu rêves de faire du pain, et on te dit, non, tu es une bonne élève, tu vas être chirurgienne. Bah, tu vas écouter ce qu'on te dit, tu vas aller faire tes études pour être chirurgienne, et peut-être qu'à 40 ans, tu reviendras faire du pain. C'est difficile de faire des choix dans la vie. Mais il y a des moments où tu ne te sens pas bien. Moi, au bout d'un moment, l'informatique, ça n'avait aucun sens pour moi de continuer là-dedans. C'était pas ma passion. Donc j'ai changé. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait un peu plus de temps alors que les fois vous avez vu des passions, etc. Non, je ne sais pas si vous avez entendu, est-ce que j'ai l'impression d'avoir perdu du temps en choisissant assez tard ce choix de vie? Non, parce que je pouvais comparer avec ce que je faisais avant. Si à 15 ans j'avais décidé d'aller élever des chèvres, je n'aurais pas pu comparer avec autre chose. Et quand je me retrouvais dans la montagne avec mes bêtes, je sais pas, sous la pluie à râler parce que c'était trop dur physiquement, parce qu'il faisait mauvais, parce que je sais pas quoi, je me disais, oui mais Violaine, est-ce que tu as envie d'aller t'enfermer dans un bureau derrière un écran d'ordinateur en ville? Et du coup ça me consolait. Est-ce qu'on peut, pardon, oui, mais c'est possible, oui, tout est possible. À partir du moment où je ne me sens pas bien dans ce que je fais, je change de vie. C'est brutal, hein, je prends des grands virages, mais c'est parce que on a une vie, il faut être heureux dans sa vie. Moi, c'est juste ça, mon vie. Oui. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre rôle d'écrivain dans la société, parce que vous êtes invité dans beaucoup d'endroits, dans les interviews, comment vous vous sentez dans la société? Alors c'est très bizarre parce que l'endroit où je suis le moins, où on comprend le moins mon métier, c'est chez moi. Chez moi, j'habite un tout petit, enfin j'habite même pas le village, donc j'habite une cabane perdue dans la forêt, mais je me gare au village. Un tout petit village, le village chez moi c'est 80 habitants. C'est une commune, hein. Et donc on se connaît tous. Et pour les gens de mon village, c'est incompréhensible mon métier. Surtout que moi, avant, j'étais connue comme éleveur, j'étais vaillante, j'étais toujours dehors avec mes bêtes, je faisais du fromage, enfin, vous me connaissez, vous me voyez travailler. Un écrivain, on a l'impression qu'on ne le voit jamais travailler. Si quelqu'un monte se balader dans la forêt et tombe sur ma maison et qu'il me voit dans une chaise longue au soleil en train de lire, il me dit ça va, la vie est cool, mais je travaille en fait. J'ai pas l'air de travailler. Si quelqu'un, pareil, passe autour de chez moi, les gens arrivent chez moi, ils me disent bonjour Violaine, on vient boire un thé. Mais je suis en train de bosser, mais ils ne se rendent pas compte que je suis en train de bosser. En fait, c'est un métier qui c'est difficile de faire comprendre ce métier. J'ai pas d'horaire de boulot, j'ai pas de patron, j'ai pas de salaire régulier. Chez moi, ils ont l'impression que je bosse quand il n'y a pas ma voiture. Quand je suis partie, comme je bouge beaucoup, parce que je dois partir en voiture pour aller jusqu'à la gare, quand ma voiture part pendant 2 mois, je reviens, ils me disent oh là là, t'as vachement bossé là. Mais je bosse aussi quand je suis chez moi, mais ils ne le voient pas. Donc c'est un métier bizarre. Et après, moi je vois des publics très très différents. Alors aujourd'hui, je vous vois vous. Je travaille beaucoup avec des lycéens, mais je travaille en prison, je travaille avec des universitaires, je travaille avec des gens de théâtre. Je reviens de Monaco, je travaille avec les ballets de Monte Carlo. Je travaille avec des publics très très différents, et c'est ça qui est intéressant. Puisque vous menez une vie très simple, pas vraiment comme nous dans la consommation, tout l'argent que vous gagnez en écrivant, à quoi il vous sert? Alors on ne gagne pas énormément d'argent en écrivant. On gagne, en fait, en écrivant, on gagne beaucoup d'argent si on a un gros prix littéraire.
C'est pas le prix Goncourt, c'est pas le prix. Ben déjà, j'en mets de côté parce que je sais jamais si ça va continuer ou pas. Donc, je prévois d'avoir 2 ans d'argent d'avance, comme je faisais avec les bêtes. Et puis, je sais pas de quoi l'avenir sera fait. Voilà. Je sais pas trop dire. Les endroits où je suis. Les endroits où je choisis, par exemple sur l'argent, il y a des endroits où je choisis de ne pas être payé pour que l'argent serve à autre chose. Par exemple, quand j'interviens en prison, je demande à ce que, au lieu d'être payé, mon argent serve à acheter des livres pour les détenus. Il y a des choix comme ça que je me permets de faire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que j'ai tari la source? Est-ce que tu peux, si vous n'avez pas de questions, vous avez des questions? Ah oui, là, au fond. Pour vous nourrir, ça peut paraître un peu bête. Non, mais vous avez un potager et un enclos. Enfin, c'est un peu caricatural. Alors, pendant très longtemps, non, mais c'est très concret, et c'est très concret la vie que je mène. Pendant très longtemps, j'ai eu du potager, mais maintenant, je suis pratiquement jamais chez moi. Donc, le potager, il faut être vraiment là, surtout à cette période aussi. Là, il faut... et comme moi, là, je vais y être quelques jours, et après, je rentre plus jusqu'en juillet. Et donc, potager, c'est pas possible. Donc, chez moi, il n'y a rien, il n'y a pas de bêtes. J'ai plus de bêtes depuis longtemps, hein, depuis 10 ans. J'ai plus de... Ça signifie que vous devez redescendre la montagne, acheter quand vous avez besoin, et hop. Et le monter sur le dos. Descendre, ça va, mais monter, c'est autre chose. Ouais. Oui, c'est une vie particulière. C'est une vie particulière, mais moi, j'aime cette vie aussi parce que ça m'a permis de vivre de l'écriture alors que j'avais peu de revenus de l'écriture. C'est une vie qui ne me coûte pas cher aussi. Ça me donne une liberté énorme. Ça me permet de faire des projets sur lesquels je ne gagne pas trop d'argent, mais parce que c'est pas grave. C'est ça ma liberté. Et encore dans le même sujet, parce que vous avez dit que vous n'aviez pas de salle de bain. Oui. Comment il y a un livre, si ma vie vous intéresse, je ne sais pas si c'est des livres du CDI, ça. Oui, oui. Il y a un livre, le dernier livre que j'ai écrit, c'est un livre, parce que là tu auras les réponses. Ah, okay. C'est un livre qu'on a écrit à plusieurs qui s'appelle Pastoral. On est 3 auteurs, c'était écrit tout petit, on ne voyait pas, mais on est 3 auteurs. Et dans ce livre, on raconte chacun notre façon de vivre avec les bêtes. Donc moi c'était il y a 10 ans, mais c'est ma façon de vivre. Et pour la salle de bain, il y a un passage qui